Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va attendre que les abonnés se connectent. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Alors, j'espère... J'ai arrêté la musique. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'espère que l'on m'entend. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est parfait, si ça va, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. C'est bon pour le son, super, merci. Merci, mais bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue au coin du Baobab. Je me présente. Parfait, si on m'entend, super, merci. Je me présente, je m'appelle Tuzi, donc je fais partie du collectif au coin du Baobab, où nous recevons des professionnels engagés pour la jeunesse et pour l'éducation. Donc nous discutons de plusieurs sujets. Nous parlons aussi bien littérature, de santé, d'activités ludiques. Nous recevons également des associations. Dans le collectif, donc, il y a également Fatou, qui est autrice jeunesse et qui a une plateforme de vente en ligne Affreusement Kids. Il y a Ophélie, qui est autrice jeunesse. Et il y a Lydia, qui a un magazine féminin. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir deux invités. Nous allons recevoir Madame Reine Pembe, qui est la fondatrice de l'association Autisme RDC. Et nous allons recevoir Madame Dieye, qui est chef de l'hôpital pédopsychiatrique à Dakar. Alors, notre sujet du jour est l'autisme. Nous allons parler de l'autisme. Quelle est la prise en charge en Afrique? Et pour cela, alors ça va se dérouler en deux temps. Je vais d'abord recevoir Madame Pembe. Donc, je vais voir si elle est connectée. Donc, qui est la fondatrice de Autisme RDC. Je pense qu'elle est par là. Ouais, Reine. Alors, attendez, je vais l'inviter. C'est la discussion. Alors, on va attendre que Reine se connecte. Coucou. Bonjour, Bonjour Reine, comment vas-tu? ça va, je suis enrhumée, mais ça va. Ça va? Et je suis Bon. assez prise, mais bon, on va essayer de faire avec. Bon, très bien. Bon, en tous les cas, je te remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation au coin du Baobab. Mhm. Avec toi, nous allons parler de l'autisme. Quelle est la prise en charge en Afrique? Tu Mhm. m'entends bien, ça va? Moi, je t'entends parfaitement. Tu m'entends? D'accord. Moi, c'est parfait. On t'entend très bien. Bon, Enfin, moi, de mon côté, c'est on parfait. va Alors, vous j'espère que vous m'entendez? aussi. J'espère Moi, qu'on entend parfaitement. bien. Ça va, oui. Bon, bon, ben super. Donc, en fait, avec toi, nous allons commencer un entretien d'environ 15 minutes. Et dans un second temps, j'inviterai donc le docteur Biaye à nous rejoindre et qui nous expliquera quelles sont ses fonctions au sein de l'hôpital et comment elle s'occupe de la prise en charge des enfants autistes au Sénégal. Donc toi, Reine, donc tu es Mhm. maman d'un petit garçon autiste. Alors Mhm. moi, j'aurais voulu savoir en fait comment est-ce que tu t'es aperçu dans le développement de ton enfant que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu un doute en fait, hein? C'était autour de ses... Il avait à peu près 2 ans et demi, hein. C'est au moment où il a intégré la crèche. Donc, pour le préparer à la maternelle, j'ai pris la décision de le mettre à la crèche. Et donc, et là, on a eu une difficulté d'adaptation qui était assez importante. Et donc, du coup, bah, c'était aussi en même temps les premières interactions en dehors de la sphère familiale, en fait, hein. À la maison, on justifiait, on pouvait deviner assez facilement ses pleurs ou ses rires, on interprétait très facilement ce qu'il voulait selon ses réactions, sauf qu'en dehors de la sphère familiale, ben, il faut décoder le monde
comme tout le monde, et il a eu du mal avec ça. Alors, grâce à la pédopsychiatre et de la crèche, son pédopsychiatre à domicile et moi-même, ben, on est arrivé à une conclusion. Il fallait lui faire des examens, différents bilans qui ont abouti à la conclusion qu'il appartenait au spectre autistique. D'accord, ok. Donc toi, donc faut préciser, donc toi, tu es de Kinshasa, Mhm. au Zaïre, hein. Oui. J'aurais voulu savoir, je pense aussi qu'on aurait voulu savoir, en fait, donc on sait très bien qu'avoir un enfant handicapé ou un enfant autiste en Afrique est très très compliqué, c'est un combat de tous les jours, hein. Mhm. Quelles difficultés as-tu rencontrées pour obtenir un accompagnement ou un suivi médical à ce niveau-là? Mon fils, Maël a été diagnostiqué en région parisienne. Il n'a pas été diagnostiqué en Afrique. Enfin, on a été confrontés à des difficultés plutôt d'ordre administratif, hein. Il fallait du coup, dès lors qu'il y avait un soupçon, il fallait euh, euh, tout faire pour bénéficier d'un diagnostic dit précoce. Euh, il fallait faire reconnaître son handicap auprès de la maison départementale de personnes vivant avec un handicap. Euh, une fois que le diagnostic était posé, la reconnaissance du handicap, il fallait lui trouver un établissement auquel j'avais confiance et à qui je pouvais confier mon enfant avec un programme individuel, etc. Donc tout ça, les listes d'attente, etc., peuvent durer quelques mois et quelques années même des fois. Et donc c'était plutôt de cet ordre. En Afrique, on a commencé à y aller régulièrement. En tout cas pour lui, il a commencé à aller régulièrement à partir de 4 ans à peu près, où c'est 4 ans et donc c'était plutôt pendant des temps de vacances. Donc c'était important pour moi de lui trouver un établissement où, on, où il passait du temps, où on proposait un accompagnement de loisirs, puisque c'était les temps de vacances, mais aussi un petit peu ludique, hein. Euh, C'était important pour moi que Maëlle ne perde pas ses acquis, c'est-à-dire ce qu'on avait travaillé pendant l'année scolaire, pendant la période scolaire, ben, il fallait le stimuler. Bon, il faut savoir aussi que les autistes, il faut les stimuler tout le temps, sinon ils peuvent perdre leurs acquis en fait, et très vite désapprendre. Alors, à partir de là, ben, dès que j'ai commencé à chercher dans ce sens, je ne trouvais plus rien, rien du tout. Je n'ai rien trouvé euh, de convenable selon moi pour mon garçon. Et Ah, du coup, excuse-moi, parce que est-ce qu'à Kinshasa, justement, il y a des structures adaptées pour les enfants autistes où tu n'as vraiment rien trouvé? j'en avais trouvé, alors à l'époque, c'était quand il avait 4 ans, aujourd'hui il a 9 ans et demi, hein, donc ça fait quand même 5 ans. Il y a des structures aujourd'hui qui existent. Il y en avait peut-être une, voire deux à l'époque où j'ai commencé à chercher. Et aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. Il y en a quelques-uns quand même. Et donc, dans tous les cas, à ce moment-là, quand je cherche, je ne trouve rien qui me paraisse convenable pour le petit. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait des autistes au Congo, à Kinshasa, mais dans toutes les zones du Congo, quoi. Et donc là, j'ai été face à une réalité qui est terrifiante, c'est-à-dire on se rend compte que les difficultés ne sont même pas de l'ordre qu'on peut imaginer, euh, de l'ordre de qui, est-ce qu'il sera accepté dans 6 mois, est-ce qu'on aura un rendez-vous dans 6 mois. Non, on était plutôt face à des difficultés qui sont, je vais essayer de vous en citer à peu près trois. Euh, la première des difficultés pour moi, c'est la stigmatisation. Écoutez, euh, le contexte socioculturel au Congo, mais j'ai envie de dire partout en Afrique, hein, Oui, oui. et la non-connaissance de l'autisme fait qu'on arrive très vite à des conclusions d'ordre mystique. C'est-à-dire ce qu'on ne comprend pas, on interprète ça de façon, c'est de la sorcellerie, c'est de la très vite comme ça, on va dans donc ce qu'on ne comprend pas, hein, on y attribue on classe ça dans Des le faits mystique, mystiques, hein. voilà, et du coup, on se retrouve avec une non-connaissance en fait du véritable problème de l'enfant et ce qui est une limite et à la, à la, à l'acceptation de la situation de la personne de votre enfant ou de votre frère ou de votre sœur. Donc très vite, on a cette première difficulté assez flagrante
qui est que, voilà, on classe l'autisme d'une certaine façon qui fait que ça limite le besoin d'aller chercher un peu plus loin que le simple. Ensuite, il y a une deuxième difficulté parce qu'en plus, juste après le bruit que ça peut faire, où on va dire que oui, c'est de la sorcellerie, etc., il y a quand même des gens qui sont personnellement touchés. Une maman qui est le soir, après avoir prié, après avoir pleuré, après avoir interprété ça dans tous les sens, se pose quand même la question si quelqu'un peut me dire ce qu'il a, cet enfant. Et donc, on cherche à faire diagnostiquer cet enfant. Et là, c'est pareil. Là, c'est un réel souci également. Pardon? Je dis là, c'est un réel souci également pour faire diagnostiquer son enfant. Puisque vous imaginez un pays, la RDC, c'est à peu près 100 millions d'habitants. À ce jour, les personnes qui sont capables de poser un diagnostic fiable et juste se comptent sur les doigts d'une main. Donc, ce qui est quand même, donc c'est pas tout le monde qui peut se lever et dire que voilà, je vais dans une polyclinique, dans un établissement pour voir un pédopsychiatre qui va diagnostiquer mon fils, etc. Et me donner des réponses concrètes en fait. Donc le commun des Congolais a du mal à faire diagnostiquer son enfant. Donc, ce qui est quand même pareil, encore un frein, quoi. Parce que si on n'a pas, c'est difficile d'établir un plan lorsqu'on n'a pas, des mots justes et fiables sur le mal dont souffre votre enfant. Donc, il y a cette difficulté qui est donc le diagnostic qui est difficile à poser. Et bon, pour ceux qui arrivent à avoir un diagnostic posé, après ça, qu'est-ce qu'on fait de la personne? Après le diagnostic, il faut suivre cette personne. Tout à fait, oui, oui. Qu'est-ce que je fais de cette personne qu'on place dans le spectre autistique? Comment on fait prendre cet enfant en charge? Donc, mes compatriotes qui tiennent des établissements sont vite face à un souci de ressources humaines parce qu'ils se retrouvent avec des employés ou des personnes qui sont limitées dans leurs connaissances pour prendre en charge les personnes qui vivent avec ce handicap. Donc, on a un problème. Donc, du coup, l'une des difficultés, c'est de l'ordre de la formation. Il n'y a pas d'établissement Donc, manque de formation, oui. Qui forme au métier autour de l'autisme. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y a des psychologues, mais il n'y a pas d'école qui forme des psychologues spécialistes de l'autisme. Ouais, donc les parents se trouvent en fait un peu démunis face à cette situation-là. Les parents se trouvent démunis, mais le peu de volontaires qu'il y a qui se lancent dans la prise en charge sont vite limités avec un personnel qui est limité parce que manque de compétences. Avoir un réel problème de compétences, donc ils sont tout de suite face à ils ont du mal à répondre de façon efficace à la demande des parents qui viennent vers eux. Donc on est face à, on se retrouve vite limité en fait par ce manque de personnel formé. Et donc finalement, toi, tu en es arrivé à créer ta fondation Autisme RDC, justement pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour pallier justement à ce manque de formation et toi à côté, tu aimerais vraiment créer une structure afin de former du personnel pour recevoir des enfants autistes? Pourquoi cette fondation-là? Ma fondation à ce jour, alors les objectifs de ma fondation vont évoluer avec le temps, selon ce qu'on va. J'ai pas envie d'aller trop vite. À ce jour, j'ai à peu près 4 objectifs qui vont évoluer avec le temps. Donc, alors le premier objectif, c'est de sensibiliser la population dans sa masse, c'est-à-dire même les personnes qui vivent pas avec une personne qui porte le handicap. C'est très important pour moi qu'aujourd'hui, avec une naissance sur 50 à peu près, dans un pays de 100 millions d'habitants, on ne peut pas ignorer ce que c'est que l'autisme. Donc c'est presque un acquis culturel de savoir ce que c'est que l'autisme. Parce que je pense qu'au plus profond de nous, en fouillant un peu dans nos consciences ou dans nos souvenirs, on a eu à stigmatiser les personnes qui ont un comportement autistique, sans connaître. Moi, je peux vous raconter une anecdote où moi, quand on était jeune, on allait jouer chez une amie de notre maman qui avait plusieurs enfants, donc on jouait, etc. Il y avait dans leur parcelle, il y avait une dépendance dans laquelle il y avait une fille, une des filles de l'amie de ma mère,
qui criait, qui lançait des cris, etc. Alors moi, j'étais assez casse-cou, j'avais peur de rien, j'avais envie d'aller voir pourquoi elle criait, c'était qui cette personne. Donc, je voulais y aller, mais on m'interdisait toujours en me disant, en essayant de me protéger, en disant ne va pas là-bas, elle va te griffer, ou elle va se fâcher, elle va s'énerver, ne va pas là-bas. Et donc, la fameuse personne criait de plus en plus fort, puisque elle n'avait qu'une envie, c'était de jouer avec ses enfants qui se baladaient, qui gambadaient dans la cour. Nous, de notre côté, ben, pour nous protéger, on nous disait qu'il ne fallait pas aller vers cette fille. Ben, vous savez, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ce que c'est que l'autisme, qu'on m'explique le problème de cette fille, pour m'expliquer comment je peux être amenée à jouer avec cet enfant à un moment donné. Donc, euh, du coup, j'ai ce, voilà, j'ai ce souvenir qui me vient à l'esprit où je me dis que voilà, j'aurais bien voulu qu'on m'apprenne. Donc, dans ma fondation a aussi le but de l'objectif d'apprendre à chaque Congolais ce que c'est que l'autisme. Donc, je vais parler à qui veut l'entendre, leur expliquer que ça arrive et surtout, quand ça arrive, quelle attitude il faut avoir. Quand on est face à une personne porteur de ce handicap, comment on peut agir. Vous voyez, il y a donc comme deuxième objectif, euh, je m'intéresse aux familles qui vivent avec une personne de handicap, porteur de ce handicap. Aux familles, je pense particulièrement aux mamans, hein, parce que c'est souvent elles qui portent le poids, euh, qui sont face à un mari qui va peut-être délaisser le foyer Oui, parce que, oui, oui, qui se voilà, retrouvent un peu seuls, oui. c'est ça, elles se retrouvent souvent seules, avec un enfant qu'elles ont du mal à faire garder, donc souvent elles perdent leur emploi, parce qu'elles se retrouvent à, à à devoir faire garder cet enfant, enfin à ne pas pouvoir faire garder cet enfant justement. Et donc avec la stigmatisation, les interprétations mystiques, le noyau familial qui éclate, enfin finalement cet enfant autiste est quand même, on a peut-être raison de dire que c'est de la sorcellerie, source de malheur. Donc le but de ma fondation aujourd'hui, c'est de procéder à ce qu'on appelle une discrimination positive. J'assume totalement aujourd'hui de créer des manufactures où j'embauche. En tout cas, l'un des critères, c'est que je favorise les mamans qui ont des enfants autistes ou les papas. Dans mes cantines, par exemple, les dames qui vont cuisiner, ben, je vais sélectionner que des mamans qui ont des enfants autistes pour leur montrer que justement, grâce à cet enfant, au regard que vous avez sur le handicap de votre enfant, ben, vous voyez que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous avez un emploi grâce à cet enfant, grâce à l'autisme de votre enfant. Donc, pour votre foyer, ben, peut-être que les difficultés financières peuvent être contournées grâce à l'autisme de votre enfant. Et donc, à la longue, ça peut permettre donc à ce foyer, ou en tout cas à cette personne, à cette maman, de pouvoir dégager un budget, un peu d'argent pour prendre en charge cet enfant. Donc, c'est important que cet enfant qu'on perçoit comme source de Une source de problèmes, malheur, hein, etc., de voilà, de problème, malheur, ouais. ben finalement, grâce à lui, j'ai un travail qui peut-être que j'avais peut-être pas pu avoir avant. Hein. Vous voyez, moi je pense que tout ça contribue à redonner, en tout cas le but est de donner envie aux mamans, aux papas, aux gens, aux personnes qui vivent avec, donc, qui prennent en charge hein, les personnes autistes au quotidien, de leur donner cet espoir, afin qu'ils changent totalement leur regard sur le handicap de leur enfant. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième, c'est, j'ai l'objectif de favoriser les interactions avec d'autres, et en tout cas de multiplier les coopérations avec d'autres pays africains qui sont un peu plus en avance que nous. Créer des synergies, ouais. Oui, exactement. En ayant rencontré les mêmes problématiques qu'on peut rencontrer au Congo finalement. Vous voyez, je pense que le modèle qui fonctionne au Cameroun peut facilement fonctionner en RDC, à Dakar, à Malabo. Je peux vous citer une collaboration avec Autisme Guinée équatoriale, qui voilà, c'est un pays africain avec les mêmes préjugés, avec les mêmes problématiques. Ben, ils ont un peu d'avance, mais du coup, on va coopérer avec eux afin de transporter ce modèle chez nous. Et D'accord. ben, le quatrième objectif, c'est d'interpeller et d'intéresser la communauté internationale. Je pense à l'Occident directement. C'est important pour moi de pouvoir attirer des professionnels des pays occidentaux
qui sont plus à l'aise et qui ont plus d'avance et qui maîtrisent plus les méthodes, euh, 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 de communication alternative qui sont indispensables pour prendre en charge correctement et pour que enfin les autistes au Congo, en RDC, ne subissent pas la vie, mais finalement soient capables d'être pris en charge, d'avoir une perspective d'avenir pour ceux qui sont un peu plus ouverts, ben, de leur proposer les formations, etc., et de les accompagner convenablement jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Et justement, au niveau de la communauté internationale, est-ce que tu as déjà eu des contacts à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place, hein? Si vous voulez, d'ordre euh, personnel dans les rencontres, parce que étant moi-même maman d'un enfant autiste en France, toutes mes formations, etc., j'ai pu avoir un réseau, mais qui est encore, si vous voulez, plutôt privé. Une amie orthophoniste, la psychologue de mon fils depuis qu'il a 3 ans, etc., qui sont ouverts, qui me donnent des supports, qui passent par moi pour aider les autistes, les autistes au Congo. Mais le but de ma fondation, c'est de sortir de justement ces cas exceptionnels et vraiment de créer cet intérêt, puisqu'on est, comme vous le savez, la RDC est un grand pays, 100 millions d'habitants, 2, 3 orthophonistes sympas qui s'intéressent au Congo, c'est déjà beaucoup, mais j'espère en tout cas attirer beaucoup plus que ça. D'accord, très bien. Bon, ben, Reine, je te remercie pour ce témoignage, hein. De toute façon, ce que je vais faire, toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec toi, je mettrai tes coordonnées. Comme ça, les personnes pourront te contacter directement. Ça sera plus simple comme ça. Très bien. Bon, encore merci pour ton témoignage, Reine. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors là, nous allons recevoir donc le docteur Dieye, hein, qui est chef du service pédopsychiatre. Alors, attendez. Hop là. Je vais voir si le docteur est connecté. Oui, elle est là. Hop là, je vais l'inviter et nous allons continuer la discussion avec le docteur Dieye, donc qui est le chef du service pédopsychiatre de Diamniadio. Bonjour docteur. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, ça va? Très bien. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil de votre part, hein. Alors, aujourd'hui, nous traitons donc de l'autisme, hein, qui est votre spécialité. Donc, vous êtes chef, hein, du service pédopsychiatrique de l'hôpital de Diamniadio à Dakar, hein. Donc, tout d'abord, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'autisme réellement? Je crois que nous avons quelques problèmes de connexion. Non, je vous entends très bien. C'est bon? Ah, d'accord, ok. Vous m'entendez? C'est bon, il n'y a pas de souci. Je vous entends très bien. Donc, très bien. disais qu'il s'agit d'un hôpital pour enfants qui est situé à Diamniadio, au Sénégal, donc à 35 km de Dakar. Et effectivement, dans cet hôpital, qui est un hôpital pédiatrique, où il y a différents services, nous avons un service de pédopsychiatrie dont je suis le chef de service. En gros, c'est ça. Donc, pour répondre à ta question par rapport à l'autisme, je vais pour saluer cette maman courageuse, Reine, pour le travail. Alors, ça coupe de mon côté. Durant son discours, je lui ai beaucoup entendu parler de handicap. Et c'est un mot que moi, je refuse. Vous m'entendez bien? Voilà. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il y a eu une petite coupure, mais là, c'est bon. Il y a quelques années, l'autisme a été sorti du cadre du handicap mental. Aujourd'hui, alors, attendez, je ne sais pas. Alors, de mon côté, il y a un souci, ça bug. Je n'ai plus de connexion. Je ne vous vois plus du tout. Je ne vous vois plus, je ne vous entends plus. Alors, attendez, ce que je vais faire, j'annule l'invitation et je vous réinvite, hein. Hop là, on va faire comme ça. Alors, je vais réinviter le docteur. oui. En fait, je vous entendais tout à l'heure.
Mais moi, je ne voyais plus du tout, on n'avait plus de son non plus. D'accord. Là, c'est bon. D'accord. Moi, à partir de quel moment vous m'avez plus entendu? Non, il y a il y a un mauvais réseau là, ça coupe, ça coupe, ça coupe. C'est bon là? Alors attendez. Allez-y, allez-y, là c'est bon. Alors là c'est reparti. Là c'est bon, on vous entend. D'accord. Donc, j'ai enlevé le casque pour voir si c'était pas lié au casque. En tous les cas, là le son est parfait. Bon, il y a un petit décalage au niveau de l'image, mais le son y est. D'accord. Et bizarre, c'est pourtant je suis en fibre. Ça ne devrait pas poser de problème. Je suis même pas. D'accord. Donc, je disais que j'ai entendu la maman reine parler de handicap. Durant son témoignage, elle a beaucoup utilisé le mot handicap. Et je disais que l'autisme, récemment, avec le DSM-5, était sorti du cadre du handicap mental. D'ailleurs, maintenant, on parle de troubles du spectre de l'autisme. Des troubles du spectre de l'autisme, il y en a plusieurs, qui sont un ensemble de troubles neurodéveloppementaux. Donc, ce sont des troubles neurodéveloppementaux hétérogènes, qui sont plus ou moins caractérisés par un déficit au sein dans la communication et dans les interactions sociales, c'est-à-dire l'enfant et son environnement, par des comportements stéréotypés, des bizarreries entre guillemets du comportement, et par des comportements stéréotypés et restreints, des intérêts restreints. L'enfant ne s'intéresse pas trop à beaucoup de choses. Donc, en gros, c'est ça, pour être un peu terre à terre dans la définition. Donc, il existe plusieurs cas d'autisme. Il n'y a pas un autisme. Chaque enfant vit son autisme en fonction de son environnement, en fonction de sa famille, en fonction de sa stimulation, en fonction de son bagage génétique. Il n'y a pas un autisme, donc je précise. Voilà. Et D'accord. auparavant, il y avait ce qu'on appelait les syndromes d'Asperger, les troubles envahissants du développement. Aujourd'hui, avec le DSM-5, on a pris tous ces syndromes qu'on a mis dans les troubles du spectre de l'autisme, dans les TSA. Tout s'est rassemblé dans les TSA et il y a des niveaux de TSA en fonction de ce que l'enfant présente. D'accord, ok. Ben justement, il y a quelqu'un qui dit TSA, trouble du spectre de l'autisme. Il s'agit du spectre donc de différents niveaux. Voilà. En fait, c'est les différents niveaux d'autisme, d'accord. Oui, quand on parle du trouble du spectre, il y a ce qu'on appelle un triade autistique. Il y a 3 principaux spectres qui sont touchés au sein de la communication, l'interaction sociale, l'enfant, comment il interagit avec les autres personnes, et parfois, avec ou pas, de difficultés au niveau de l'intelligence. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des autistes qui sont très intelligents, d'autres pas du tout, avec ou pas retard mental. Donc, tout dépend. Chaque personne a son autisme, a sa manière de vivre ses troubles, je veux dire. D'accord. Et on sait qu'à ce jour, sur le continent, la prise en charge de l'autisme, ou bien même du handicap, reste difficile pour les parents. Selon vous, d'où viendrait ce problème? Pourquoi est-ce qu'il y a une si mauvaise prise en charge? Donc, est-ce un manque de pédopsychiatres? Est-ce un manque de professionnels? Oui, je répondrai oui à vos 2 questions. Effectivement, à l'heure actuelle, la prise en charge est assez difficile au niveau du continent. Donc, je vais prendre des pays que je connais, notamment le Sénégal, un petit peu des pays autour de la Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que c'est un petit peu pareil partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en France, en Belgique ou ailleurs. Les professionnels spécialisés, pédopsychiatres d'abord, et spécialisés dans ce genre de troubles ne sont pas très nombreux. Parce qu'il faut dire que c'est une maladie qui, on va dire, il y a 50, 60 ans, a commencé à intéresser les pédopsychiatres. Ils ont commencé à faire de la recherche là-dessus. Auparavant, c'était plutôt une maladie dont on ne parlait pas. Donc, du coup, effectivement, il y a beaucoup moins de spécialistes de ces troubles. Et la prise en charge est difficile partout, mais encore plus en Afrique, où nous n'avons pas les spécialistes. Et quand je parle de spécialistes, je ne parle pas que des médecins. Je parle des médecins et de tous les paramédicaux qui tournent autour de leur prise en charge, que ce soit psychologue, comme on le disait, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, tous ces spécialistes qui manquent cruellement en Afrique, soit parce que la formation n'existe tout simplement pas. Je prends l'exemple du Sénégal où je suis, où cette formation, jusqu'à il y a 2 ans, n'existait pas.
les formations des D'accord. orthophonistes et des psychomotriciens n'existaient pas. Et donc, ce sont des fonctions qui ne sont même pas encore reconnues par la fonction publique sénégalaise. Et je crois que c'est pareil dans d'autres pays. Donc, une fonction qui n'est pas reconnue par la fonction publique, il faut savoir que les gens ne vont pas aller le faire pour après chômer ou bien aller avoir les moyens de s'installer en privé. Donc, il y a toutes ces difficultés. D'abord, il faut former ces professionnels. Il faut qu'il y en ait assez qui rentrent travailler au pays. À l'heure actuelle, tous ceux qui se forment dans ces spécialités, on va dire au Sénégal, ils sont allés se former soit en Europe ou dans d'autres pays. Mais ils ne sont pas formés. Jusqu'à il y a 2 ans, et récemment, il y a une école privée qui est ouverte par les soins du professeur Fat, qui est pédopsychiatre, où ils forment ce genre de personnes. Mais j'imagine que dans d'autres pays, on en est encore à ne pas avoir ce personnel. Donc, on a ce gros problème de personnel et on a aussi ce gros problème de, comment je vais dire, de nos gouvernements ou de nos États qui ne considèrent pas encore, on va dire, la santé mentale des enfants comme une priorité. Vous savez, la santé mentale, déjà, c'est le parent pauvre de la médecine, en gros. On considère plus la santé physique en Afrique que la santé mentale. Et encore plus la santé mentale des enfants. Parce que parfois, il arrive que les gens oublient que les enfants ont une santé mentale. Ils pensent que les enfants, on doit leur donner à manger, les amener à l'école. Voilà. C'est comme ça qu'on s'occupe d'un enfant. On ne s'occupe pas de sa santé mentale, s'il est heureux, s'il n'est pas heureux, s'il est intelligent, s'il n'est pas intelligent, etc. Dommage, oui, tout à fait. Ouais. Il y a une question qui est passée. Alors, quelqu'un demandait au niveau de l'autisme. Alors, attendez. En parlant d'autisme, on parle d'une maladie ou d'un état? Moi, je parlerais. Oh, c'est difficile. Moi, je dirais que ce sont des troubles. Moi, je dirais plus un état. C'est plus en état. On est autiste. Et on est On est autiste. autiste, ouais. Donc, c'est comme, voilà, c'est un état. Par exemple, comme on est asthmatique. On est asthmatique, on est asthmatique. On se prend en charge, D'accord. on se surveille. Donc, on est autiste, on est autiste. On se prend en charge, on se surveille. C'est pas une fin en soi. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Par contre, moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui fait que justement l'autisme, comme ça, donc l'enfant naît en bonne santé, et qu'est-ce qui fait que l'autisme se déclenche? Est-ce qu'il y a un facteur particulier à ce niveau-là? Donc, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'études sur les origines, je vais dire, l'éthopathogénie, comme on dit, de l'autisme. Il y a beaucoup de théories, mais il n'y a pas encore de théories formellement arrêtées, discutées sur le plan international, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a énormément de théories. Il y a les théories environnementales qui, on pense qu'effectivement, il y a les théories des écrans, il y a les théories alimentaires, il y a des théories génétiques, il y a des médicaments qui ont été incriminés qui, quand la maman le prend durant la grossesse, peut conduire à un enfant autiste. Donc, tout ça a été sorti. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs théories. On ne peut pas dire aujourd'hui, c'est ça qui cause l'autisme. Pour chaque personne, il faut voir sa biographie, son histoire. Il faut voir ses antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a eu ça dans sa famille? Il faut voir l'environnement dans lequel l'enfant a été de la naissance jusqu'au moment où on a vu les signes. Est-ce que cet enfant a toujours été autiste? Est-ce qu'il y a eu des signes précoces d'autisme? Ou est-ce que l'environnement de cet enfant, au bout de 2 ans et demi, n'a pas été assez cadrant, n'a pas été assez stimulant pour que l'enfant présente ce qu'on appelle un repli autistique, qui, comme moi, je différencie toujours des troubles du spectre autistique, parce que c'est un repli autistique. L'enfant, devant le manque d'intérêt ou bien devant le manque de stimulation ou devant la situation dans laquelle il a évolué, ces 6 premiers mois ou bien sa première année de vie, Ouais. a fait qu'il a présenté un repli autistique. Donc, il y a différentes choses. C'est très difficile de le dire. Pour chaque patient, il y a une histoire et en fonction de l'histoire, on pose des hypothèses. Il y a des patients et dès qu'on arrive, durant la biographie, on se rend compte qu'il est issu d'une famille du côté de maman ou du côté de papa où il y a plein d'autistes. Ce qui n'est pas surprenant. D'autres patients arrivent, pas d'autisme dans les 2 générations, alors que l'enfant vient présenter de l'autisme. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire formellement incriminer la génétique, mais on peut pas formellement dire qu'il n'y a pas de génétique dans l'autisme. Et donc, il y a la prise de Dépakine dont on parle beaucoup, qu'on a vu chez beaucoup de mamans qui ont eu à prendre les Dépakine durant la grossesse. De toute façon, aujourd'hui, c'est formellement interdit durant la grossesse, la Dépakine. Et c'est son équivalent, un petit peu l'intégrateur aussi. Donc voilà, ce sont des médicaments qui ont montré que cette prise a augmenté le taux du risque de présenter un enfant autiste. Et plein d'autres choses, les écrans, les théories alimentaires, je n'entrerai pas dedans parce qu'il n'y a pas vraiment d'études en Afrique, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de théories parlant
de l'alimentation, des engrais chimiques, etc., etc. D'accord, d'accord. Donc là, nous avons une question de Santalicious qui dit: on parle de différence et d'un trouble neuronal et de différents facteurs à l'origine de l'autisme. Qu'en pensez-vous? D'accord, comme je l'ai dit Donc, tout à l'heure, c'est un trouble neurodéveloppemental, effectivement. C'est un trouble neurologique au niveau du développement, durant le développement de l'enfant. Donc, effectivement, dorénavant, c'est un trouble neuronal. Et je n'ai pas entendu la fin de la question, c'était et de différents? alors, attendez. Un trouble Donc, on neuronal et parle de différence et d'un trouble neuronal et de différents facteurs à l'origine de l'autisme. voilà, il y a différents facteurs à Oui, c'est ça en l'origine de fait, c'est ça, l'autisme. oui, hein. On ne peut pas dire que c'est un facteur qui est incriminé, il y a un ensemble. D'accord. Et là, nous avons une autre question. Le repli autistique est-il rémédiable? Oui, oui, et fort heureusement. Donc, le repris autistique, en gros, en général, on le voit assez souvent. Beaucoup de parents arrivent en voyant certains symptômes chez leur enfant, on est en peur. Et quand on fait la biographie, l'histoire de cet enfant, quand on retrace un petit parcours, on se rend compte que peut-être que ce n'est pas de l'autisme pur, mais c'est un repli autistique. Et ce qui différencie les TSA du repli autistique, moi, mon expérience dans l'évolution, quand un enfant souffre d'un repli autistique, dès qu'on le prend en charge, donc nous, on prend en charge de manière intensive, on fait une stimulation de manière précoce et intensive. Et quand on le fait, au bout d'une année ou même avant la fin de l'année, on voit un changement. Voilà, on voit un changement merveilleux chez cet enfant. On dirait qu'on a cassé la coquille, il en est sorti. Et tous ces troubles se gomment, ou la plupart se gomment. Devant ce genre de situation, D'accord. on peut parler de repli autistique parce que souvent on arrive à douter, ah oui, est-ce que réellement cet enfant était autiste en arrivant? Et c'est là qu'on se dit, ok, ça c'était vraiment un repli autistique. Parce que la symptomatologie se gomme totalement. Mais avec la prise en charge et la psychoéducation des parents et le changement de ce qui a été à l'origine de ce repli autistique, notamment de l'environnement de l'enfant, qui devient plus cadrant, qui devient plus voilà, stimulant. D'accord. Et justement, en parlant de prise en charge, vous, au niveau de l'hôpital, quelle approche thérapeutique avez-vous? Approche thérapeutique et éducative, hein? Voilà, donc nous, au niveau de l'hôpital, nous avons démarré depuis 2 ans l'implémentation d'une méthode, donc la méthode de prise en charge précoce, une méthode qui s'appelle l'ESDM, Early Start Denver Method. C'est une méthode qui a été un peu, on va dire, développée aux États-Unis vers 2011. La méthode Denver existait dans les années 60, mais l'Early Start Denver Method est une méthode qui est différente, qui a travaillé en intégrant l'ABA, le Teach, le PEX, plein d'autres méthodes, et l'ensemble de ces méthodes, par Sally Rogers et son équipe, qui ont développé l'Early Start Denver Method. Donc l'ESDM, nous avons eu à expérimenter les EM avec une équipe belge à l'hôpital des enfants Reine Fabiola de Bruxelles. Et ayant vu les résultats de cette prise en charge précoce, voilà où j'ai fait ma formation, j'ai décidé de rentrer au Sénégal et d'implémenter cette méthode ici, puisque c'est une méthode pas si difficile à implémenter, pas très coûteuse, très ludique, et surtout c'est une méthode qui est D'accord. assez facile à, le personnel est assez facile à former et c'est une méthode qui implique les parents. Ce qui m'a surtout touchée, c'est l'implication des parents. Et nous avons, depuis 2 ans, à notre 3e année, développé cette méthode à l'hôpital, au sein de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Donc, nous avons des enfants que nous suivons, à qui nous proposons cette prise en charge. Il faut savoir que c'est une prise en charge disciplinaire, le pédopsychiatre, le psychologue, le psychomotricien, orthophoniste, les éducateurs. Donc, c'est une méthode qui est un peu comme ce qu'on appelle chez nous un hôpital de jour. Les enfants viennent, il faut les prendre 13 à 14 heures par semaine, une prise en charge D'accord. intensive avec des activités. Et comme Mme Pembe l'a dit, un programme thérapeutique individualisé. Donc, nous avons un programme pour tous les enfants. Chaque enfant avec son programme en fonction du curriculum de l'enfant. Nous faisons d'abord la biographie, le curriculum de l'enfant, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, et en fonction de ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Et avec les parents, nous définissons des objectifs que nous étalons. Et nous avons des niveaux. Donc, en fonction de, voilà, nous travaillons vraiment avec les parents, avec cette méthode qui est il y a des livres sur le STM, il y a les livres pour les professionnels, il y a les livres pour les parents, et il y a les formations qui sont faites par le Mind News Institute aux États-Unis, et des formations qui commencent un peu à être faites aussi en Europe. Moi, j'ai pu bénéficier d'une formation à Bruxelles, et j'essaie de former les membres de mon équipe, et avec l'aide aussi des membres de l'équipe de l'hôpital Reine Fabiola de Bruxelles. Donc, je salue la chef de service au passage qui
qui nous aide beaucoup à Dakar. Ah, mais ça, c'est vraiment super, ça. D'accord. Et à ce jour, à l'hôpital, combien d'enfants sont suivis, hein? Oh, euh, Vous en avez beaucoup? on a eu qui ont commencé, qui sont partis, on a eu qui sont là, on a eu qui ont commencé, comme je dis, des replis autistiques qui ont tellement bien évolué qu'on les a laissés intégrer à l'école ordinaire parce qu'on trouvait qu'ils n'avaient plus leur place chez nous, tellement ils avaient bien évolué. Donc, effectivement, on est en train de faire une étude là-dessus, mais on doit publier les résultats cette année, donc je ne pourrais pas parler de chiffres pour être exact, mais on va dire une quarantaine d'enfants ont eu à être suivis, ou plus, hein, je veux dire, non, même pas, oui, 40 ou plus ont eu à bénéficier de cette méthode. Certains ont terminé, d'autres pas. On en a qui sont actuellement en cours. D'accord. Et cette méthode, justement, est utilisée à partir de quel âge? Je pense que plus la prise la prise en charge est tôt, et plus il y a de résultats. Voilà. Donc, ce qui nous limite un petit peu, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne proposons qu'une méthode de prise en charge précoce. Donc, l'enfant doit venir chez nous et doit être pris en charge avant ses 8 ans. Au-delà de 8 ans, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas lui proposer cette méthode parce qu'elle ne marche pas au-delà de 8 ans. Donc, à l'heure actuelle, nous avons cette limite parce que nous avons beaucoup d'autres enfants qui auraient souhaité bénéficier de cette méthode, mais nous n'avons pas pu le leur proposer parce qu'il n'y aurait pas de résultats probants. Parce que cette méthode est précoce, elle doit être faite très tôt parce que nous nous basons sur la plasticité cérébrale de l'enfant très tôt. On le stimule de manière précocement. Les stimulations précoces ont montré qu'après, on peut même faire la création de neurones. Et n'oubliez pas, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est créer des connexions neurologiques à travers des stimulations précoces. Donc ça peut se faire chez l'enfant dont le cerveau est en train de grandir. Chez un enfant dont le cerveau a fini de grandir, nous ne pouvons plus créer des connexions neurologiques. Maintenant, ce que nous aimerions ultérieurement, c'est développer d'autres méthodes de prise en charge pour les enfants d'un certain âge. Nous ne les laissons pas. Nous leur posons un diagnostic, nous leur proposons d'autres prises en charge type Teach, mais la méthode en elle-même, ESTM, a une limite d'âge. Et nous la démarrons à partir de 2 ans, voire 1 an et demi. Nous n'avons pas de limite pour démarrer. Par contre, nous avons des limites pour arrêter la méthode. Parce que nous cherchons l'efficacité, nous ne cherchons pas à prendre tous les enfants. Nous cherchons à corriger ce que nous pouvons corriger. Exactement. Et ce qui manque en Afrique, c'est que les enfants autistes que nous recevons à partir d'un certain âge, ils sont difficilement pris en charge parce qu'on n'a pas des structures adéquates pour les prendre en charge. À partir d'un certain âge, ils ne peuvent plus être scolarisés ou ils ont essayé, ils ont été chassés de l'école. Chez nous, ils ne pourront pas être pris. Nous pourrons proposer des rendez-vous en ambulatoire, mais pas les prendre au sein de notre unité. De l'hôpital, oui. C'est compliqué. Donc, nous avons un projet d'un centre de référence autisme, ce qui se fait un peu partout actuellement dans le monde. En France ou en Belgique, il y a ce qu'on appelle les centres ressources autisme ou centres de référence autisme. Ce sont des centres où on propose le diagnostic, on propose une prise en charge en fonction de l'âge de l'enfant, que ce soit les tout petits, les moyens, les plus grands et voire les jeunes autistes adultes. Donc, nous avons ce projet de centre que nous avons ramené au Sénégal depuis 4 ans et nous cherchons les bonnes volontés, les autorités pour nous répondre et pour nous aider à mettre en place ce centre où nous pourrons accueillir beaucoup plus de patients, quel que soit l'âge, et surtout former les personnels qui sont intéressés, former les parents qui sont intéressés à la prise en charge, à des astuces, comment vivre avec un enfant autiste, comment comprendre l'autisme. En fait, l'autisme, c'est très simple, il suffit juste de comprendre comment entrer en communication avec son enfant. Et à partir de ce moment, les parents sont capables de beaucoup de créativité. Ils arrivent à faire plein de choses s'ils comprennent un petit peu c'est quoi la maladie. Moi, ce que je dis, je me base beaucoup sur les parents parce qu'eux, ils connaissent mieux leur enfant que nous. Oui, non, mais c'est clair, justement. Mais vraiment, les parents, on a des parents d'enfants. Ici, on a un réseau de parents d'enfants. On a des parents d'enfants qui vont se former, mais qui sont extraordinaires, qui font de ces choses. Nous les copions d'ailleurs dans notre prise en charge. Alors, justement, à ce niveau-là, nous avons une question de Good Morning Cameroun qui dit « Quels sont vos conseils pour une famille dont est issu un enfant autiste et qui ne possède pas les moyens financiers conséquents ?» D'accord. Il faut savoir que la prise en charge d'un enfant autiste ne nécessite pas autant de moyens que ça. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les professionnels qu'il faut et les consultations qu'il faut. Ça, c'est onéreux. Mais par rapport à la prise en charge à domicile, c'est vraiment prendre en charge un enfant autiste, c'est apprendre à le connaître. C'est dans l'observation au quotidien de cet enfant.
c'est dans la communication avec cet enfant, c'est dans le jeu avec cet enfant, c'est lui accorder du temps, c'est l'observer, lui parler, le faire répéter. Donc ça ne nécessite pas de matériel. Ça nécessite du temps, beaucoup d'énergie. Et de là, sur une famille là, et qui sont engagés, le problème, c'est pas de l'argent. Le problème, c'est de beaucoup lire, de se rapprocher des professionnels, de poser les questions qu'il faut et de faire confiance à votre intuition en tant que papa ou en tant que maman ou en tant que grande sœur ou grand frère. Ce dont ils ont besoin, c'est surtout qu'on ne les laisse pas dans leur bulle, mais qu'on aille dans leur Ils se retrouvent pas seuls, ben oui. et qu'on les ramène chez nous. En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment ne pas être trop intrusif aussi, parce que ça peut les faire fuir, mais vraiment leur présenter de l'intérêt, les observer. Il faut beaucoup les observer pour comprendre leur manière de faire. Quand est-ce qu'il est en colère? Qu'est-ce qu'il met en colère? Comment il essaie de communiquer? Essayer de comprendre dans ses communications. Quand il fait ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il fait ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour me faire comprendre de lui? Établir une communication en langage avec cet enfant, c'est vraiment, ça ne nécessite pas de l'argent, mais ça nécessite vraiment d'être présent, d'être inventif, on va dire. Voilà. Et beaucoup aussi aller se documenter. Hein. Vous savez, il y a des documentations qui sont gratuites sur le net pour les parents d'enfants autistes. Vous allez voir plein de sites au Canada ou aux États-Unis. Oui, maintenant, c'est vrai, oui. Beaucoup d'astuces et de conseils pour parents autistes. N'hésitez pas à y aller, à lire et à expérimenter avec votre enfant à domicile. Ça aide beaucoup. Vous allez vous rendre compte. Et plus vous le faites, plus vous allez réussir et plus vous serez en confiance. Et ça, votre enfant le sentira. Plus vous serez en confiance, plus vous entrez en communication avec lui. Et lui, plus il viendra vers vous, il entrera en communication avec vous. Il n'y a pas de secret. D'accord, merci pour ces explications. Nous avons une autre question. Quels sont les signes qui montrent qu'un enfant en bas âge est autiste? Est-ce qu'il y a des signes? Oui, il y a des signes. Il y a des signes, ce qu'on appelle des signes précoces, mais il y a une large gamme de signes précoces. Moi, je donne souvent je pose souvent ces questions. À la naissance, est-ce que les premiers jours, quand vous allaitez votre enfant, si vous allaitez ou si vous donnez le biberon, quand vous le tenez en position, est-ce qu'il vous regarde dans les yeux? Dès cet âge-là, on se rend compte si le regard de l'enfant est déjà là, largement fuyant ou absolument pas possible de capter le regard de votre enfant dès cet âge, ah oui, là, il faut y faire attention. Il faut se poser des questions, oui. Il faut se poser des questions parce qu'un enfant, quand sa maman l'allait ou lui donne le biberon, il vous regarde dans les yeux. Il vous suit du regard toute la durée. Et chaque fois que vous lui donnez le sein ou le biberon, il soulève la tête et il vous regarde dans les yeux. C'est très important, ce tout petit regard-là. La deuxième chose, est-ce que c'est un bébé trop sage? Je dis aux parents, il faut s'inquiéter quand un bébé est trop sage. Un bébé qui pleure beaucoup, c'est pas grave. C'est parce qu'il demande de l'attention, parce qu'il sent votre présence, il a envie que vous le preniez. Mais un bébé qui ne pleure pas, un bébé qui est indifférent à votre présence, quand vous êtes dans la chambre, qui peut rester dans son berceau, à jouer tout seul pendant des heures, qui ne vous appelle pas, qui ne pleure pas, qui est indifférent à votre présence dans la chambre, posez-vous des questions. Parce qu'un enfant a besoin, après son sommeil, de se réveiller, de crier un petit peu dans le berceau, de s'agiter, d'attirer l'attention des adultes, d'attirer l'attention de la maman pour qu'on le prenne dans les bras, d'être câliné, d'être touché. C'est un besoin humain. Quand un enfant ne le présente pas, là, oui, on se pose la question. Pourquoi il est aussi indifférent à son environnement? C'est aussi un bébé qui vous pouvez le poser quelque part. Voilà. Vous pouvez le poser dans le salon avec ses frères et sœurs. Tout le monde s'agite, tout le monde joue. Il ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe. Il le regarde dans le vide ou il rit tout seul. Il s'amuse avec ses mains et pieds pendant des heures tout seul. Il ne s'intéresse pas à son environnement. Là aussi, ce sont des signes quand même très, on va dire précoces. On va dire un enfant qui, au moment de s'asseoir, ou un petit peu plus tard, dès qu'il se fâche, commence à se taper. Ou va chercher le mur, se tape la tête contre le mur. Ah oui, là, quand même aussi, quand votre enfant présente ça, voilà. Commencez à explorer, commencez à poser. Il faut aller consulter un professionnel. Hein. Voilà, on a ces tout petits signes précoces. Maintenant, malheureusement, la plupart des gens découvrent l'autisme de leur enfant à travers ce qu'on appelle vers 2 ans et demi, 2 ans, la période de régression des acquis. C'est souvent des enfants normaux qui ont commencé à parler, qui ont marché, qui jouaient avec tout le monde, qui appelaient papa, qui appelaient maman, qui appelaient les frères et sœurs. Vers 2 ans et demi, 2 ans, on commence à avoir une régression des acquis. En fait, son langage diminue. L'enfant qui avait tendance à jouer avec tout le monde commence à s'isoler, à jouer seul. Il disait maman, il dit plus. Il disait papa, il dit plus. Il appelait ses frères et sœurs, il ne les appelle plus. Il regardait dans les yeux, il ne regarde plus.
il est assez sociable, il commence à avoir peur des autres, il commence à s'isoler. Donc là, la période de régression des acquis, souvent les parents constatent ça et arrivent en consultation. Ça aussi. D'autres parents constatent aussi malheureusement cette régression des acquis, mais ne comprennent pas et tardent à venir consulter. Là, c'est vraiment une période où il faut venir très, très, très vite. Il faut venir très tôt, oui. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, la prise en charge de l'autisme, à l'heure actuelle, on est tous d'accord que la seule prise en charge qui est très utile et qu'on voit des résultats probants, c'est la prise en charge précoce. C'est très important que la prise en charge soit précoce. D'accord. Alors, comme l'a dit Reine, en Afrique, hein, l'autisme est égal à sorcellerie. Donc là, nous avons une question. Docteur, comment vous arrivez à lutter contre les croyances populaires qui discriminent cette maladie et la mettre sur le compte de génie, par exemple? Alors, est-ce que vous rencontrez ce cas-là, vous? Ah, mais oui, on est en Afrique, on a nos réalités. C'est très difficile. Moi, je ne dirais pas que... Oui, il y a certaines croyances populaires avec lesquelles il faut lutter. Mais moi, je ne lutte pas en général contre les croyances populaires. On est dans un pays, on est dans un continent, on a nos réalités. Si on veut travailler avec les gens, il faut les accompagner, les corriger dans ces réalités. Mais il ne faut pas refuter nos réalités. Moi, je ne les refute pas. Mais je dis aux parents, d'accord, vous avez besoin d'aller voir le praticien, d'aller voir le marabout. Ok, je ne vous l'interdis pas. Moi, tout ce que je vous demande, c'est que lui ne vous interdise pas de venir me voir. Parce que c'est le contraire qu'on voit le plus souvent. Les parents arrivent en me disant, le marabout m'avait dit de ne pas aller à l'hôpital parce que ce n'est pas une pathologie que l'hôpital peut soigner. Moi, je n'interdis pas. Mais ce que je dis, c'est par exemple que votre marabout ne vous donne pas des décoctions ou des choses à boire que vous prenez en même temps que vos médicaments parce que je ne sais pas ce qu'il vous donne. Et là, je ne peux pas vous garantir l'efficacité, je ne peux pas vous garantir les effets secondaires, je ne peux pas vous garantir la synergie ou la complémentarité de ces médicaments ou pas. Mais si c'est pour aller prendre des bains, voilà, si c'est pour des prières, je ne suis pas contre. Allez-y, on a nos réalités. La deuxième chose, par rapport à l'autisme, je ne sais pas chez vous, nous au Sénégal, il y a un nom qu'on lui donne, c'est Nit Koubon, ce qui veut dire en gros enfant méchant, pour dire. Oui. Donc, j'essaie, les parents qui arrivent avec ces propos, j'essaie de leur parler en leur expliquant ce qu'est l'autisme, l'erreur d'appeler cette maladie Nit Koubon, de faire alliance avec la tradition. On est d'accord, mais voilà, dans la tradition, il y a du bon comme il y a du mauvais. Hein. C'est pas parce que c'est la tradition qu'on doit y croire. Oui. Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. Vraiment, j'essaie de faire alliance, de travailler ça ensemble avec les parents, mais pas de tout réfuter. Parce que si on fait ça, ça ne marchera pas. Parce qu'on a des parents qui sont cultivés, des parents qui sont alphabétisés, d'autres parents qui ne sont pas allés à l'école, qui ont connu ça et qui demandent, qui ne savent pas. Il faut juste les appeler, discuter avec eux, leur expliquer la réalité et qu'ils transmettent ça aussi à d'autres parents pour qu'on puisse être entendus parce qu'ils n'iront jamais voir sur Internet. Mais c'est très, très difficile. Donc, la stigmatisation de cette maladie est très, très lourde. D'ailleurs, j'ai fait un papier là-dessus. C'est très lourd pour les parents qui le vivent. Oui, mais c'est clair, comme a dit Reine, il faudrait interpeller la communauté et sensibiliser la communauté à l'autisme. Hein. Oui, nous essayons à travers les médias, voilà, nous essayons à travers... Mais vous savez, on a une journée de l'autisme. C'est le jour où tous les médias parlent de l'autisme. Après, c'est comme si l'autisme n'existait pas jusqu'à les 300 Malheureusement, jours qui reviennent. Tout à fait. Malheureusement. Comme je dis, ce qu'il faut, c'est vraiment se battre pour que nos États, nos ministères puissent penser à la santé mentale des enfants et en faire une priorité. L'enfant, c'est l'avenir. Tout à fait. Donc là, je prends une dernière question. Comment prendre en charge un enfant violent? Dans le cadre de l'autisme ou oui. hors cadre autisme? Oui, c'est bien ça, dans le cadre de l'autisme, oui. Voilà, dans le cadre de l'autisme, nous avons vu, comme je vous ai dit, les autistes développent, chaque autiste vit son trouble de sa manière. Il y a certains qui sont auto-agressifs, agressifs envers eux, et d'autres qui sont hétéro-agressifs, agressifs envers les autres, d'autres qui sont auto- et hétéro-agressifs. Il faut juste, comme j'ai dit tout à l'heure, comprendre l'origine de l'agressivité de cet enfant. Donc, nous avons pour coutume, quand on recevait un enfant, faire des séances d'observation où on ne travaille absolument rien avec l'enfant, on le met en classe, on le met avec les autres, on le stimule, on le fait travailler comme les autres et on l'observe.
Juste, il faut prendre le temps d'observer l'origine. En fait, un enfant autiste n'est jamais, quel que soit l'enfant, hein, l'autiste, quel que soit l'enfant, un enfant n'est jamais violent par hasard. Il y a toujours une raison. Et souvent, chez les patients autistes ou les autres patients qui ont des retards développementaux, c'est l'absence de langage. L'absence de langage fait qu'ils ne savent pas communiquer leur douleur, leur frustration, leur envie. Et souvent, devant le manque de compréhension des autres, ils arrivent vers vous, ils essaient de communiquer, ou ils essaient de vous faire comprendre qu'ils veulent quelque chose, ou ils veulent, mais ils n'arrivent même pas à s'expliquer. Ça les énerve. Parfois, et c'est ça qui est en train de Ça crée une frustration, hein, ouais. Ça crée une frustration. Et parfois, ils sont auto-agressifs. Ils se frappent, ils se tapent. Cette agressivité n'est pas gratuite. C'est un peu comme s'ils s'en veulent. Ils n'arrivent pas à sortir ce qu'ils veulent dire. Ils n'arrivent pas à communiquer. Ils s'en veulent. Et parfois, c'est de l'hétéro-agressivité. Ils n'arrivent pas à gérer cette agressivité. Ils n'arrivent pas à se contenir. Et ils tapent sur les autres. Ce n'est pas par méchanceté. Je ne sais pas, je peux retrouver. Ce n'est pas par méchanceté parce qu'ils ne savent même pas c'est quoi. Mais c'est vraiment une manière de communiquer. La violence aussi est une manière de communiquer. Quand ils ne trouvent pas un autre moyen de communiquer, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est taper, c'est griffer, c'est mordre, c'est attirer l'attention de l'autre pour qu'il comprenne que je veux quelque chose. Ce que je veux, je ne peux pas le dire, mais j'attire l'attention de l'autre pour qu'il comprenne que je veux quelque chose, à lui de deviner ce que je veux. En gros, c'est ça. La violence est une grosse manière de communiquer, quel que soit le type de violence. Maintenant, c'est fort difficile pour les parents, je comprends, de voir un enfant qui se frappe ou qui vous frappe, qui vous griffe sans que vous compreniez ce qu'il veut. C'est très, très difficile. C'est pour ça qu'en pédopsychiatrie, il y a des médicaments qui nous aident à tasser, à calmer ce stress, cette anxiété, cette angoisse. Cet état nerveux, ouais. Cet état nerveux que l'enfant vit, le calmer, et d'où l'intérêt de la prise en charge orthophonique. Parce que l'orthophoniste va apprendre à l'enfant à communiquer. En dehors de l'orthophoniste, aussi les éducateurs, le programme. Il faut qu'il y ait une communication. Il faut qu'on aide l'enfant à communiquer avec le monde extérieur. Et aussi, nous, il faut qu'on lui fasse comprendre comment nous, on communique avec lui. Donc, ce qu'on appelle la communication envers les autres et la communication des autres envers lui. Et ça, c'est une prise en charge qui peut l'aider. Les enfants qui arrivent violents avec des stéréotypes et tout, quand on les prend en charge et qu'on comprend et qu'on les aide à communiquer, je vous assure, cette agressivité, c'est la première des choses qui disparaît. À partir du moment où ils peuvent sortir certaines choses, où il y a un moyen de faire sortir à travers des textes, des images, etc., cette agitation se tasse beaucoup, cette violence se tasse. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces explications. Le live arrive à la fin, malheureusement, le temps passe vite. Hein. Oui, alors, pour les personnes qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec vous, peuvent directement s'adresser à l'hôpital. Hein. Je mettrai les coordonnées. Donc, c'est le numéro du secrétariat du service de pédopsychiatrie que vous avez. Sinon, il y a par mail. Par mail également. Voilà, malheureusement, voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous essayons vraiment de répondre, même si c'est en différé, nous répondrons aux sollicitations. Parce que, voilà, comme Ren le disait, ici aussi au Sénégal, si vous prenez les 14 ou 15 millions d'habitants, nous sommes 3 pédopsychiatres. Donc, pour vous dire à quel point c'est difficile aussi au Sénégal. Nous sommes 3 pédopsychiatres exerçant au Sénégal. Merci à vous. Merci pour votre travail. Hein. Je pense que c'est très, très important. Même je pense que nous pensons que c'est très important de s'occuper des enfants. Les enfants handicapés, on n'en parle pas assez, malheureusement, et c'est un gros travail. Oui, c'est avec plaisir que nous faisons ce travail. C'est une vocation. Hein. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, pareillement. Et merci, je vous dis à bientôt et au revoir tout le monde, à tous les followers. J'espère que cette petite heure vous a plu, que vous avez pu avoir les informations nécessaires. Hein. Et je vous dis donc à très bientôt. Donc samedi prochain, ça sera pas moi, ça sera Lydia et nous discuterons littérature. Passez un très très bon week-end hein, oui. Et à bientôt. Au revoir. Hein.